Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format interview de Digital Marketing for Pro. Si vous découvrez le podcast, Digital Marketing for Pro est une émission conçue pour aider les professionnels du marketing à challenger leur stratégie et les rendre toujours plus performantes. Notre mission, elle est simple, vous donner les clés pour mieux comprendre les évolutions du marketing digital et surtout savoir comment les transformer en actions concrètes. Pour cela, nous avons imaginé 2 formats complémentaires. D'abord, le résumé de l'actualité digitale. Tous les 15 jours, on décrypte les temps forts du marketing digital dans un format en moins de 30 minutes. Un format clair et synthétique pour rester à jour sans y consacrer des heures. Et puis il y a Focus, le format du jour, le format où l'on prend le temps. À chaque épisode, on part d'une vraie question, celle que se posent les marketeurs face aux nouvelles tendances, un changement d'algorithme, un outil ou tout simplement une évolution de terrain. On invite un expert, on creuse, on challenge les certitudes, on confronte les promesses à la réalité opérationnelle. Pas de théorie hors sol, pas de discours commercial déguisé, mais une analyse approfondie, des retours d'expérience concrets et des pistes réellement activables. Focus, c'est notre façon d'aller plus loin que l'information pour vous aider à mieux piloter et mieux décider. Le marketing B2B a longtemps été structuré autour de canaux assez clairs. Un site web, du SEO, des campagnes d'acquisition et en parallèle des réseaux sociaux souvent considérés comme des simples relais de visibilité. Et puis LinkedIn a pris une place de plus en plus centrale, notamment dans les stratégies marketing B2B, d'abord comme un simple réseau professionnel, puis comme un canal de diffusion et aujourd'hui comme un véritable levier marketing à part entière. Un levier pour toucher des décideurs, pour développer sa notoriété, pour générer des leads. Bref, un canal devenu incontournable dans les stratégies B2B. Mais justement, c'est peut-être là que le problème commence. Parce qu'à force de devenir un réflexe, LinkedIn est parfois mal exploité, on va pas se mentir. On publie régulièrement, on alimente une page entreprise, on lance quelques campagnes ads et on a l'impression que le travail est fait. Mais dans le même temps, la plateforme, elle évolue. La portée organique baisse, les contenus incarnés prennent le dessus, les profils personnels performent davantage que les pages, la vidéo s'impose, les formats publicitaires se multiplient et surtout, la manière dont les utilisateurs commencent et consomment le contenu change profondément. On ne vient plus seulement chercher de l'information, on vient consommer du contenu, apprendre, se forger une opinion, parfois même sans jamais cliquer sur une seule publication. Autrement dit, on passe d'une logique de génération de trafic à une logique d'influence. Et dans ce contexte, publier ne suffit plus. Il faut penser stratégie, articuler organique et paid, activer des ambassadeurs, créer du contenu qui capte vraiment l'attention et surtout comprendre ce qui génère réellement du business. Alors la question, elle est simple. Pourquoi votre stratégie LinkedIn doit évoluer en 2026 et surtout, comment la faire évoluer pour continuer à performer? Alors pour en parler, j'ai trouvé l'interlocutrice, parfaite. Elle s'appelle Amandine Martin-Briand. Amandine a un parcours assez représentatif des évolutions du marketing ces dernières années. Elle a commencé chez Procter Gamble sur des logiques très brand, des stratégies long terme, avant de basculer chez Amazon dans un environnement beaucoup plus orienté performance et data. Et aujourd'hui, elle dirige les activités LinkedIn Marketing Solutions en France, où elle travaille au quotidien avec des CMO et des grandes entreprises à développer des stratégies marketing performante. Donc forcément, elle est aux premières loges pour comprendre comment le marketing B2B est en train d'évoluer et comment en tirer un véritable avantage aujourd'hui. Bonjour Amandine, Bonjour Kevin, merci beaucoup pour merci d'avoir l'invitation. accepté cette invitation. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et surtout comment tu es arrivé à ce poste de Head of LinkedIn Marketing Solution pour la France et peut-être aussi en profiter pour expliquer qu'est-ce que c'est LinkedIn Marketing Solution parce que je n'avais à titre perso jamais entendu le terme. Juste en préparant le podcast, j'ai découvert qu'il y avait un nom qui représente les solutions marketing. Oui, d'accord. Avec plaisir. Tu en as déjà un petit peu parlé au début. Si je me présente, donc je suis ingénieure chimiste de formation. J'ai très vite été attirée dans le cadre de mes stages par le marketing. J'ai commencé ma carrière chez Procter Gamble, comme tu l'as dit, dans la division marketing en France.
siège français et ensuite au siège international à Genève. Et j'ai passé un peu plus de 10 ans chez Procter Gamble. Ensuite, j'ai eu des expériences de dirigeante d'entreprise, de petites entreprises en France ou aux États-Unis. Et ensuite, j'ai rejoint Amazon, où là, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans chez Amazon, en commençant dans les équipes retail. Et ensuite, j'ai rejoint Amazon Ads, donc la régie publicitaire d'Amazon, dans laquelle j'ai passé 7 ans. Euh, j'ai rejoint LinkedIn, du coup, il y a 6 mois maintenant. Et je dirige, comme tu l'as dit, LinkedIn Marketing Solution pour la France. Dans ce cadre, je pilote avec mes équipes les stratégies publicitaires de mes différents clients et le développement de nos solutions publicitaires. Donc, LinkedIn Marketing Solution, c'est la régie publicitaire de LinkedIn qui donne accès à des solutions, qui donne accès aux audiences et permettent d'optimiser le contenu auprès des audiences les plus pertinentes pour développer le business de nos clients. Ok, très clair. Ça tombe bien parce qu'on en a parlé lors des résumés d'actualité marketing digital sur ce podcast. Il y a quand même beaucoup de nouveautés d'un point de vue publicité. Il y a aussi beaucoup de nouveautés d'un point de vue évolution de l'algorithme. Et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui parce que ben, c'est le titre du podcast. Comment gérer nos stratégies marketing sur LinkedIn il y a 2 ans. Ça ne fonctionne plus totalement de la même manière aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. Et aussi ce qui était intéressant, c'est d'avoir ton évolution du parcours parce que j'imagine que quand on travaille la brand chez Procter Gamble ou quand on fait du retail chez Amazon, c'est pas du tout la même façon de fonctionner, c'est pas du tout les mêmes KPI et les mêmes tout simplement assets. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir ton regard de professionnel sur l'évolution du marketing sur ces dernières années. Oui. Euh, alors, je pense que le marketing a énormément évolué autour de deux choses. Tout d'abord, un travail full funnel et une très forte évolution de l'accès à la data qui fait que on peut contrôler, mesurer, optimiser beaucoup plus facilement le marketing et ce qui a fait évoluer considérablement nos stratégies marketing. Je pense qu'il y a aussi, il y a plusieurs choses qui ont contribué à ça. La première chose, c'est du coup, dans l'évolution, pardon, du marketing, c'est le fait que on est passé d'un enjeu de notoriété, visibilité à un enjeu de impact business. Aujourd'hui, pour plus de 80% des CMO, l'enjeu de mesurer le retour sur investissement de chacune de leurs campagnes, de chacune de leurs actions marketing, est devenu un sujet clé dans les 2 dernières années. Et donc, on passe d'une logique de volume à une logique d'impact. Donc d'investissement à une logique d'impact sur le business. Et donc l'important est, quelle que soit l'étape dans le parcours d'achat, d'être capable de mesurer l'impact concret sur le business, donc sur la génération de pipeline, la génération de leads ou la conversion de leads. Et donc la mesure est devenue un élément fondamental dans le marketing. Il y a un autre point qui a particulièrement évolué également, c'est les audiences et le comportement des audiences. Et ce considérablement également dans le B2B. Pourquoi ? Parce que les audiences aujourd'hui font partie maintenant, les décideurs en B2B font partie des Gen Z, des millennials, pour la majorité d'entre eux. Donc on dit que, on a aujourd'hui 71% des acheteurs B2B qui font partie des Gen Z millennials. Et donc cette audience, elle est sensible à des messages différents. Elle est sensible à des messages qui sont beaucoup plus incarnés, humains. Et donc le marketing reprend ces codes, doit reprendre ces codes en tous les cas pour être pertinent, de messages beaucoup plus incarnés, humains, qui génèrent de la confiance, qui génèrent de la crédibilité.
Heu et c'est un point, qui est extrêmement important pour, mieux influencer ou en tous les cas, mieux, heu, enfin gagner en crédibilité auprès de cette audience, d'acheteurs. Avant, on était, plus sur, l'explication de la performance du produit. Maintenant, on est, sur, bien au-delà, on est sur, la compréhension, du positionnement de la marque, de l'histoire de la marque. C'est des éléments qui sont extrêmement importants pour l'audience, et des personnes également qui incarnent la marque. Et un troisième élément, dont, tout le monde parle, aujourd'hui, bien évidemment, c'est, l'intelligence artificielle, qui a, évolué, de manière, fulgurante dans les, 6 derniers mois, hem et qui, impacte fortement la manière dont on doit travailler, aujourd'hui, nos actions marketing ou nos stratégies marketing. Un chiffre qui est parlant, c'est que, aujourd'hui, 94 des, décideurs B2B commencent leurs recherches, dans les LLM. Et donc ce chiffre, il montre à quel point les LLM, ou en tout cas la stratégie, pour, être intégrée dans les réponses des LLM doit, faire partie de la stratégie marketing, de notre stratégie marketing. Donc on n'est plus uniquement sur, comment influencer, un groupe d'achat, un groupe de décideurs, en B2B. On est, également sur, comment influencer, les LLM pour apparaître dans leurs requêtes. Alors, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça fait le lien avec la dernière interview qu'on a fait sur Focus, où on avait interviewé Olivier Guillaume qui nous expliquait que le suivi du ROI à proprement dit était de moins en moins fiable et que du coup, il y avait quand même deux mondes aujourd'hui qui s'affrontaient. Le monde du top manager qui a besoin de dire bah, j'ai investi 1 000 € sur LinkedIn Ads, ça m'en a apporté 10 000. T'as vu, je t'ai fait Mmh. un ratio sympa pour Oui, LinkedIn. c'est bien. C'est ce qu'on a. Et également en parallèle, des comportements d'achat qui sont de plus en plus zéro click marketing. Donc d'avoir des personnes qui sont plutôt dans de l'influence, qui décident avant, je crois que c'est Salesforce qui avait sorti une étude qui disait qu'aujourd'hui 90 de la décision d'achat se fait sans contact avec, les marques. Et ben, en fait, c'est les LLM, c'est d'aller regarder sur les réseaux sociaux, sur, potentiellement dire, sur LinkedIn: «J'ai besoin d'avoir l'avis, sur telle marque, est-ce que vous avez déjà bossé dessus?» et cetera. Et je trouve qu'il y a un peu, ben, on est dans une phase de transition entre, la Gen Z qui devient de plus en plus, importants dans les décisions d'achat et qui ont du coup des comportements qui sont plus dans du zéro click marketing et avec du top management qui dit ben moi je veux savoir combien ils ont cliqué sur ma pub, combien ils ont rapporté derrière dans mon CRM. Sauf que ben si tu l'as pas fait, je t'invite à écouter cet épisode-là. Olivier, il explique très justement que on est tellement dans une omnicanalité folle en 2026 que potentiellement Google Ads va s'attribuer une conversion qui aurait été plutôt attribuée à du SEO, qui au final a été influencée par une campagne LinkedIn et que c'est hyper compliqué aujourd'hui d'avoir un ROI fiable et de prendre ces décisions-là. C'est bien pour avoir des indicateurs, mais c'est pas 100% fiable. Oui. Alors c'est pas sans enfin, donc tout ce que tu dis est vrai, c'est extrêmement complexe. Après, c'est pas 100 fiable. Je pense qu'il y a justement, c'est ça l'enjeu, c'est, de comprendre la mesure, et de comprendre, comment attribuer, hem, chaque, action marketing qui a été mis en place, sur, l'élément final de la conversion et du retour sur investissement. Et donc il y a des modèles qui existent, il y a des tests qui peuvent être mis en place. Il y a énormément de moyens aujourd'hui, via cet accès à la data, d'être capable de comprendre, concrètement comment, une campagne sur LinkedIn, en notoriété va, quelle attribution on peut lui mettre pour, la génération de leads et la conversion de leads. Et donc c'est un travail qui est effectivement hyper important, et hyper complexe, et d'autant plus en B2B parce que, en B2B, le parcours d'achat est beaucoup plus long. On parle de 211 jours en moyenne et de, plus de 88 points de contact, avant de convertir. C'est Hem, énorme. c'est énorme, et donc ça demande, effectivement une mesure extrêmement avancée. Je la complexité, elle va être dans, trouver, la bonne attribution, et donc pour ça, il faut
permettre de, de fusionner des datas, des informations telles que les investissements auprès des audiences qui ont été ciblées sur LinkedIn et la data CRM également des clients pour être capable justement de pouvoir décider de la bonne mesure d'attribution à mettre. Eh ben, c'est vrai, hein, ce que tu dis, et je vais citer, Olivier qui disait: «Le problème, c'est pas la data, c'est ceux qui l'exploitent». Parce que, je te donne un exemple très concret que je vis au quotidien. On a de la data, notamment sur la performance organique sur LinkedIn, en disant: «Ah oui, j'ai eu une portée de 10 000 impressions». Sauf que quand on est responsable commercial et qu'on voit ça, on se dit: «Bah, super, plus je vais faire de posts LinkedIn, plus je vais être visible, plus je vais générer du lead». Et en fait, ça peut être vrai, mais ça l'est pas forcément tout le temps. C'est une question qui est beaucoup plus complexe que ça. Heu, j'ai écouté, d'autres podcasts que tu as fait, tu reparlais de la qualité du contenu, du message, de l'originalité, de l'image de marque et cetera, en fait, du basico-basique des stratégies marketing. Mais, ce que je trouve intéressant dans cette réflexion-là, c'est de se dire: aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment devenu un réflexe dans toute stratégie marketing B2B et j'ai l'impression qu'il y a certains responsables marketing, voire même certains dirigeants qui se disent: «C'est bon, on publie, 2 fois, par semaine sur notre page LinkedIn entreprise, on fait le taf, et ça nous rassure, ça nous déculpabilise, vis-à-vis de ça». Sauf que, bah, tu vas me dire si je me trompe pas, moi, mon impression, c'est que c'est, se mentir à soi-même et que ce comportement-là, n'est pas du tout prolifique. Oui, alors je vais dans ton sens. Je pense que comme tu dis, le LinkedIn, c'est devenu un réflexe en B2B, mais il y a une très grosse différence, entre, être présent sur LinkedIn et bien utiliser LinkedIn comme un levier stratégique, à part entière. Et l'erreur, c'est de publier et de penser que le job est fait. Heu, LinkedIn, c'est là que les décideurs s'informent, qu'ils, communiquent entre eux, qu'ils échangent, et qu'ils décident, au final. Hem, le le point important, c'est, d'adresser un message, notre contenu ou les messages qu'on veut faire passer aux audiences qui sont, pertinentes pour, générer, du business pour notre entreprise. Et donc publier en organique, vous n'avez absolument pas la data ou, l'information de est-ce que je suis vu par les bonnes personnes, en tous les cas par les personnes que je veux influencer dans la décision d'achat. Et donc c'est important en fait, d'intégrer, heu à la fois le bon contenu auprès, des bonnes audiences, donc art du contenu, science du ciblage dans, l'ensemble, des actions marketing, des leviers marketing qu'on va mettre en place. C'est vrai pour LinkedIn et c'est vrai pour d'autres, également. Hem, Aujourd'hui sur LinkedIn, ce qui performe, c'est, des formats vidéo, des formats, engageants, des formats qui construisent, l'autorité et il s'agit plus, seulement, enfin, je l'avais dit tout à l'heure, de promouvoir un produit, mais vraiment, de porter un message à la fois via les pages officielles, mais également, via les dirigeants, les experts, les collaborateurs, de l'entreprise, qui, apportent de la crédibilité, qui créent un lien de confiance, auprès d'une audience qui aura été choisie, comme l'audience, auprès de laquelle on veut adresser ce message. C'est une super transition. Merci beaucoup. Oui, c'est Parce que du coup, je voulais rebondir sur un chiffre que j'ai vu passer sur la portée organique, page entreprise vs profil personnel. oui. Apparemment, et tu vas me dire si ces chiffres sont complètement fous ou s'approchent de la réalité. Une page entreprise avec un post organique qui fonctionne plutôt bien touche entre 2 et 5 de ses abonnés. Mmh mh. À contrario, un profil personnel avec un post organique qui fonctionne bien touche entre 10 et 30 de ses abonnés. Est-ce que déjà c'est, une théorie loufoque vue sur Reddit ou c'est à peu près vrai? C'est vrai, je il y a 2 raisons, enfin, il y a 2 choses qui sont importantes à intégrer. Les employés, d'une entreprise, cumulent, à eux seuls une audience qui est bien plus vaste, que la page de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
et leurs posts, en moyenne, génèrent 5 fois plus d'engagement que ceux de la page entreprise. Et donc le fait de publier et sur la page entreprise et via les posts des collaborateurs de l'entreprise permet de démultiplier la portée du message que l'on veut faire sur l'entreprise, sur l'offre, sur l'histoire de la marque ou sur une nouvelle campagne de manière générale. Donc les pages entreprises, juste pour donner un peu de perspective, les pages entreprises sur LinkedIn, elles, elles sont clés, elles restent clés parce que elles ont un rôle de légitimité. C'est elles qui portent le message de l'entreprise, les messages officiels, la proposition de valeur, la nouvelle offre. Mais il est important en fait également d'utiliser les collaborateurs, les dirigeants, les experts de l'entreprise pour apporter, au-delà du message de la page officielle, le message qui va permettre la confiance des hommes et enfin des hommes et des femmes qui incarnent cette entreprise. Est-ce qu'on peut aller et pousser, enfin grossir le trait et dire, heu, le contenu que je publie via mes ambassadeurs d'entreprise ne doit pas être le même que celui de ma page, entreprise? Là, en fait, avec ces différentes évolutions de portée et cetera, moi j'aurais tendance à dire, et tu me dis si je suis dans le vrai ou pas, que ma page entreprise, tout ce qui va correspondre à des communiqués officiels, communiqués de presse, annonces, lancement produit, tout ce qui va être, com RH, vie de l'entreprise et cetera, je garderai ce contenu-là sur ma page entreprise. Mais par contre, tout ce qui va être, produit, enfin un contenu orienté produit, argument commercial, démonstration et cetera, de privilégier plus le canal de l'ambassadeur parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, il y a de l'humain, c'est incarné et donc du coup, il y a, plus d'interaction, plus de confiance aussi, psychologique qui se crée, quand on arrive à identifier, on voit de plus en plus d'avatars générés avec l'IA. On a toujours voulu, même avec le digital, savoir à qui on parle, d'avoir une personne en face. Oui. Alors je pense que, je pense qu'il faut faire les 2 et c'est clé de faire les 2. La page entreprise, elle est, hautement référencée, sur LinkedIn, ou sur les LLM, parce que c'est une base de légitimité et donc il est extrêmement important en tous les cas de bien la mettre à jour et de l'articuler pour permettre, au LLM de répondre à des requêtes. Donc elle doit être travaillée, au-delà d'être mise à jour, elle doit être travaillée sous forme de questions-réponses et cetera et c'est quand même clé, de bien travailler cette page entreprise, qui est encore une fois la base, de la légitimité et de l'offre de la marque. Mais par contre, c'est important également de combiner ça avec, le contenu qui va être délivré par, les, employés de la marque, les dirigeants, les collaborateurs, les experts. Hem, Parce que ça va à la fois démultiplier, le message, permettre, d'atteindre des audiences, ajouter de la crédibilité et également renforcer, le référencement, en termes d'autorité auprès, des LLM. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant les pages d'entreprise aujourd'hui sont devenues un outil de communication, les ambassadeurs plus un outil de lead gen? Hem Moi, je dirais, les pages entreprises permettent de générer de la légitimité, les, pages des salariés, permettent de générer de la crédibilité. J'adore. Merci. Heu OK, ouais, très chouette. Alors du coup, l'ambassadeur, très bien, mais comment une entreprise, elle développe une stratégie, d'ambassadeur, parce que, enfin, tout le monde s'est pas publié sur LinkedIn, tout le Mmh. monde, tous les collaborateurs n'ont pas un réseau non plus, de dingue à titre perso. C'est quoi les conseils que tu peux nous donner pour développer une vraie stratégie ambassadeur d'entreprise? Oui. Alors déjà, je vais juste dire que donc LinkedIn, met en place, un ensemble de solutions justement pour accompagner les marques et leur permettre de travailler, avec leurs salariés, leurs collaborateurs, cette notion de, crédibilité, d'influence, qu'ils, peuvent porter,
auprès des décideurs B2B. Ce que je recommande aux entreprises, et ce que j'ai déjà vu être mis en place par des entreprises, la première chose, c'est d'identifier et de former les porte-paroles ou les ambassadeurs qui veulent mettre en avant dans leur contenu, dans leur contenu de communication. Le deuxième point, c'est de leur fournir du contenu et d'encourager l'authenticité. Tu t'en parlais tout à l'heure d'importance de parler aux Gen Z. Ce qui est important en tous les cas, c'est que les posts des ambassadeurs puissent être authentiques et donc laisser une liberté éditoriale aux employés qui vont être identifiés comme ambassadeurs. Et donc pour ça, la stratégie gagnante, c'est vraiment de donner une banque de contenu et de cadrer du coup les sujets qui sont autorisés par l'entreprise, de donner accès à cette banque de contenu aux ambassadeurs et de les laisser relayer avec leur empreinte le message qu'ils souhaitent porter derrière le contenu qui aura été fourni. Et le dernier point qui est important également quand on réfléchit à une stratégie d'ambassadeur, c'est vraiment du coup de l'intégrer dans son plan marketing. Ce que je veux dire, c'est travailler vos ambassadeurs comme un canal média à part entière. Et donc, par exemple, les avertir en amont d'une communication qui va avoir lieu, leur fournir un kit d'utilisation des visuels, le message qui veut être porté et donc leur permettre de diffuser dès que la communication est faite pour une synchronisation des messages. Voire même de sponsoriser leurs publications? Voire même de sponsoriser exactement leur publication. On a une solution qu'on appelle Thought Leader Ads qui permet de booster, de sponsoriser les posts des collaborateurs, des ambassadeurs auprès d'une audience cible, donc d'une audience pertinente qui aura été définie par l'entreprise. Tu l'as dit, la Gen Z, est de plus, en plus impliquée dans les décisions d'achat et donc du coup, bah, forcément, d'un point de vue comportemental, ça change. Une des caractéristiques de la Gen Z, c'est qu'elle reste rarement 10 ans dans la même entreprise. Quand on investit du temps, de l'argent, voire même du budget publicitaire à développer un ambassadeur et que cet ambassadeur, au bout de 3 ans, il décide de quitter la société, comment on gère ce cas de figure-là? On a un peu l'impression qu'il y a du commercial, il y a encore 10 ans, qui partait avec son fichier Excel avec tous ses clients, et qu'on perd un peu de la richesse. Non, parce que, enfin alors ça je le prendrais pas comme ça. Je pense que la personne, quand elle poste au nom de l'entreprise avec son message euh, et son niveau d'expertise, elle permet à l'entreprise de gagner en crédibilité et en autorité. C'est pas parce que une personne va après changer l'entreprise que ça réduit ou que ça anéantit tout ce qui aura pu être construit dans la notion de crédibilité de l'entreprise. C'est vrai, ça s'entend. On parlait d'engagement tout à l'heure, où tu disais, ben, oui, les pages d'entreprise ont un peu moins de portée organique que, les profils personnels. Ce n'est pas, une volonté de LinkedIn de pousser les profils personnels, mais c'est en fait, les profils personnels, les publications personnelles génèrent plus d'engagement et donc du coup, quand il y a plus d'engagement, bah, il y a une portée organique qui se développe. L'engagement, il devient clé sur LinkedIn, notamment sur les portées organiques, mais aussi sur la performance publicitaire. Mais aussi parce que, tout le contenu créé par des communautés est de plus en plus mis en avant en GIO, donc dans les référencements dans les LLM et il me semble que LinkedIn, fait partie parce qu'on a beaucoup parlé de Reddit comme source d'informations et cetera, mais qu'aujourd'hui LinkedIn a développé, enfin en tout cas est de plus en plus, référencé dans les réponses, des LLM? Oui, alors ça c'est effectivement c'est un point qui est très intéressant que tu soulèves, c'est une étude de Semrush, qui est sortie, donc on en a eu une première en octobre, 2025 qui montrait que LinkedIn était, la deuxième source, référencée, enfin la plus citée pardon par les LLM, dans le cadre de requêtes,
en B2B. Et cette évolution a fortement progressé entre octobre et janvier 2026. Et aujourd'hui, LinkedIn est numéro un dans les domaines les plus cités par les LLM, d'après cette étude de SEMrush. Et la manière dont je le lis, c'est que les LLM ont énormément évolué dans leur manière de pousser des réponses aux requêtes en utilisant un format, en tous les cas un modèle, derrière 4 critères qui sont des critères qu'on appelle EEAT, donc expertise, expérience, trust et autorité, et dans lequel LinkedIn répond en fait à chacun de ces critères parce que on est une l'audience est identifiée. L'audience, c'est une audience d'experts qui prend la parole, qui a de l'expérience. C'est un site de confiance et donc l'ensemble des éléments se retrouvent sur LinkedIn et qui peut expliquer cette position qui nous met du coup au sommet des domaines les plus cités par les LLM. Alors du coup, ça fait totalement référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport au zéro-click marketing. Donc, enfin, c'est pas une stratégie, en tout cas, la théorie du zéro-click marketing, c'est que si l'utilisateur ne clique pas sur ta publication pour aller sur ton site internet, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas d'influence et qu'aujourd'hui, un LLM, il va pas générer forcément du clic, hein, on le voit bien dans toutes les études sur le SEO, c'est pas les LLM qui piquent du trafic au SEO. C'est pas un moyen de générer du trafic. Par contre, c'est un énorme outil d'influence. Et tu le disais, la force d'une plateforme comme LinkedIn, c'est qu'elle fournit plein de data, qu'on a cette tendance-là à se dire, bah, j'ai envie d'avoir du clic, j'ai envie d'avoir du lead. Sauf que quand on prend le fait que LinkedIn soit une principale source des LLM, que les stratégies marketing sont de plus en plus vers du zéro-click marketing au lieu d'être sur du canal direct, qu'on est de plus en plus sur de l'omnicanalité, est-ce qu'au final, la volonté de générer du trafic, du clic en organique sur LinkedIn ne fonctionne plus aujourd'hui? Alors, elle reste, enfin, il reste pertinent de continuer à poster sur LinkedIn, mais effectivement, elle est largement insuffisante dans un objectif de générer de la notoriété, de la crédibilité et de la conversion auprès de nos audiences. Comme tu le disais, il y a de moins en moins de clics. On dit qu'il y a une donnée nous dit qu'on est à 70% de la phase de découverte qui se fait sans clic. Et donc, effectivement, par rapport à ça, il est euh, extrêmement important de réfléchir à la phase de découverte et à l'influence au moment de la phase de découverte et d'apparaître dans les premières marques citées par les LLM au moment de la phase de découverte. Et pour apparaître dans ces top marques, mais il faut travailler toute une stratégie de GEO, donc Generative Optimization, Engine Optimization, donc travailler toute cette stratégie au travers du contenu et au travers de ce qui va influencer le fait d'apparaître dans les LLM. Le fait d'apparaître dans les LLM, c'est en étant crédible, en étant de confiance, incarné par des messages d'experts. Et tous ces éléments-là vont faire que on va apparaître dans le top des requêtes des LLM, enfin des réponses pardon, aux requêtes dans les LLM, et du coup permettre d'être dans le top 3 des marques les premières citées. Et une étude qui a été faite, qui est sortie de la part de McKinsey montrait que que 80% des marques qui, au final, ont été choisies, achetées, faisaient partie du top 3 du top 3 dès le début du parcours d'achat auprès des audiences et des décideurs B2B. Ouais, c'est toute l'importance de l'image, de la notoriété, parce qu'il y a ce facteur confiance-là. Donc, si on a déjà vu passer la marque, si on a vu des webinaires passer, on sait que c'est une marque qui, entre guillemets,
et crédible, même si on s'est jamais inscrit à un webinar. Ça renforce la théorie du zéro-click marketing. Après, les réseaux sociaux, il y a eu un peu 2 phases. Il y a la phase d'acquisition d'utilisateurs, donc les gens s'inscrivaient sur les réseaux sociaux, et je parle pas que de LinkedIn, hein, je parle même de Facebook, d'Instagram, etc. Instagram, c'est un cas particulier. Mais en tout cas, sur Facebook, si je prends l'exemple de Facebook, euh, au début, c'était très facile en B2C d'aller générer du trafic massif depuis Facebook. On postait des liens, on voyait le trafic augmenter sur le site internet, etc. Puis, une fois qu'ils ont terminé l'acquisition d'utilisateurs et généré une audience assez importante, ils ont commencé à verrouiller la visibilité de ces liens sortants, parce que plus l'utilisateur reste sur la plateforme, plus ça fait d'impressions publicitaires, plus ça fait de revenus publicitaires, etc. Et donc, là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aussi sur LinkedIn, c'est de dire, ben, les liens sortants, ben, on préfère garder l'utilisateur sur la plateforme. Et pour ça, euh, tout ce qui va être contenu d'image, de notoriété, de développement d'expertise, l'algorithme va le pousser à fond. Par contre, si vous voulez générer du trafic de qualité, qualifié, ciblé, et d'être dans une vraie logique de lead gen, on a développé plein de formats publicitaires. Et je dis ça parce que il y a eu quand même beaucoup de nouveautés sur les formats publicitaires sur les 6 derniers mois sur LinkedIn, et que j'ai quand même l'impression que se dire, bah, on n'est plus seulement sur du sponsoring de publication. Désormais, on a une galaxie de formats publicitaires qui permet de répondre à ces objectifs-là, qui sont de plus en plus compliqués à atteindre d'un point de vue organique. Oui. Alors, juste pour revenir à la première partie de ce que tu disais, je pense qu'il y a un point qui est que je ne connais pas la stratégie de Facebook, donc je ne parlerai pas du tout au nom de Facebook, mais plus côté LinkedIn. Euh, un point qui est important, c'est pas que, enfin, nous, on n'empêche pas de sortir de LinkedIn et un lien, mais enfin, et donc du coup de mettre des liens. Euh, le point est que quand on va mettre un lien sur un site à aller visiter, ben, on va tout de suite du coup sortir de la page, ne pas pousser, enfin, ne pas engager sur le post qui aura été publié sur LinkedIn, et donc être identifié comme un post potentiellement moins engageant, avec moins de réactions, moins de commentaires, et moins d'expertise dessus, et donc du coup moins apparaître dans le fil d'actualité. Ça, c'est c'est juste le point que je voulais rajouter à ta première partie. Et là-dessus, d'ailleurs, bon, il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est ceux qui promettent un contenu que tu reçois jamais, d'ailleurs, en commentant la publication avec un mot-clé en disant si tu m'envoies Digital Marketing for Pro en commentaire, je t'envoie un contenu premium, etc. Ça, du coup, ça suscite de l'engagement, mais il me semble que c'est du mauvais engagement, et qu'aujourd'hui, l'algorithme sait identifier de l'engagement naturel vs de l'engagement artificielle, et que en fait cette approche-là, euh, ça ne fonctionne pas. Il faut Ouais. arrêter, messieurs et mesdames, d'encourager du commentaire avec du mot-clé. Oui, alors ça, je confirme, parce que un commentaire qui est autour d'un mot je sais pas, like ou Digital for Pro, ne va pas apporter concrètement euh, d'expertise supplémentaire au contenu qui aura été posté, et donc ne va pas sortir comme un contenu à forte valeur ajoutée, et donc ne va pas être identifié comme un engagement, comme un fort engagement. Et donc, si on revient sur la partie publicitaire en disant, bah, ok, la partie organique, on génère de l'engagement, on génère de la visibilité, on génère de l'argumentaire, de la preuve, Ouais. mais moi, j'ai besoin d'avoir du lead. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un peu un petit récap là, sur tous les derniers formats publicitaires qui sont disponibles, et comment tu les catégoriserais aujourd'hui? Parce que ben il y a des formats publicitaires de notoriété, des formats publicitaires plus de lead gen, etc. Oui. Alors, je pense on a environ 14 solutions, ouais, qui sont proposées sur LinkedIn. Euh,
je les catégorise, mais comme tu le dis, déjà par objectif marketing au sein de la stratégie. Est-ce qu'on souhaite faire du reach, de l'engagement, de la considération ou de la conversion? Euh, les la première partie, donc pour capter l'attention, bâtir la notoriété, on a des solutions telles que la plus classique, ça va être la vidéo dans le fil. Euh, et on a également des solutions qui nous permettent, sur des temps forts, donc comme Reserved Ads, il y a de la vidéo qui nous permet d'être en tête de fil sur le fil d'actualité, qui peut être assez pertinent sur une période clé, sur un temps fort, ou même une nouvelle offre qui s'appelle Prime Video, Première Vidéo Ads, qui nous permet d'apparaître en première impression du jour payante pour une visibilité maximale au moment d'un très gros lancement de produit ou d'une nouvelle campagne qu'on veut mettre en avant. Et auprès des audiences, encore une fois, qui sont identifiées comme celles qu'on veut influencer ou toucher dans notre campagne d'attention, de notoriété. On a également, toujours dans ce contexte de bâtir la notoriété et capter l'attention et la mémorisation, on a également des formats premium, un qui s'appelle Brandlink, qui permet d'être mis en avant en pré-roll aux côtés de médias réputés, premium, présents sur LinkedIn. On a également la Connected TV, donc qui permet de travailler, de communiquer auprès des audiences de LinkedIn sur de la Connected TV auprès des partenaires avec lesquels on est. Ça, c'est une solution qui existe, qui a été lancée aux US il y a un peu plus d'1 an, qui actuellement est en phase de lancement également en Angleterre, et on espère pouvoir la lancer dans d'autres pays prochainement. Ça, c'est Ok. pour la première partie attention. Après, donc j'en parlais, et c'est un levier extrêmement important sur LinkedIn, c'est de bâtir sur la communication des dirigeants ou des experts. On a lancé la solution qui s'appelle Thought Leader Ads pour la construction d'autorité. Et donc ça permet, cette solution, elle permet de sponsoriser les posts des dirigeants, des experts, des collaborateurs et même de personnes qui pourraient être aussi experts pour l'entreprise, mais ne pas travailler dans l'entreprise. L'entreprise peut, avec l'accord de cet expert, sponsoriser ces posts. Euh, le, le troisième élément, c'est toute la partie considération. Donc, pour ça, on a des solutions qu'on appelle Document Ads, Carousel, qui permettent de mettre en avant des cas, des solutions, des différentes étapes dans l'utilisation d'un produit. Et enfin, pour convertir, on a une solution qui s'appelle Lead Gen Form, qui va permettre de targeter des personnes qui auront engagé en phase de notoriété, d'engagement sur un poste boosté via Thought Leader Ads, et donc engagé sur ces personnes-là pour générer du lead et générer de la conversion. Ouais, ça, c'est un truc que je fais beaucoup dans mon activité. Le Et on lead, peut se lead dire, gen, le lead ouais. gen form, d'accord. Et on peut se dire, ah, c'est un peu frustrant que ça redescende pas dans mon CRM directement, mais en fait, il y a plein de connecteurs qui existent. Et Oui, c'est ça la force d'être une plateforme leader. C'est que bah, si vous êtes sur Salesforce, sur HubSpot, il me semble aussi, tout est lié et il n'y a pas le truc très artisanal de ah, j'ai mes leads qui sont sur LinkedIn tous les jours, faut que j'aille les télécharger pour les réimporter dans mon CRM. Aujourd'hui, il y a plein de connecteurs qui fonctionnent et donc oui, du coup, on arrive à avoir cette expérience au global. Et la force de ce format-là, tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait, c'est pré-rempli avec les informations du profil. Et vu que LinkedIn est peut-être le réseau social avec le moins de fausses informations et de faux profils qui existent, ben, du coup, l'information, elle est à 90% complété, il y a juste à cliquer sur 3 boutons. Et donc forcément, le taux de conversion, il est largement supérieur que si on renvoie vers une landing page et qui demande d'aller renseigner un form totalement vide, quoi. exactement. Et je pense que enfin, tu disais, tu parlais de Salesforce, oui, on est capable, même si vous n'avez pas ces outils-là, de lier via des API de manière assez facile
les informations de vos campagnes sur les CRM de manière à avoir une lecture complète. Et ça revient à la question du début que tu posais de mesure et de complexité de la mesure. Ces solutions, elles sont clés à être mises en place pour avoir à la fois une très bonne lecture euh, de, euh, de ce qui impacte la conversion et également d'aller jusqu'au bout de manière beaucoup plus euh, euh, juste possible sur l'ensemble des audiences qui auraient été engagées. Il y a un truc qu'on se dit quand même en filigrane depuis le début de notre échange, c'est que la conversion ne va jamais sans la construction de l'autorité. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, on va dire le défaut de l'approche héroïste, très data-driven, etc., c'est qu'on peut se dire, je mets rien sur la notoriété, j'ai 1 000 € de budget, je mets 1 000 € sur de la lead gen parce que moi, je veux du lead, du lead, du lead, du lead. Un peu mon quotidien. Euh, il me semble que le fait de bâtir une autorité, une image, une notoriété, et puis après aller faire de la lead gen, donc cette recommandation que tu avais d'un point de vue organique, c'est aussi une recommandation d'un point de vue ads, de ne pas mettre toutes ces billes dans un format lead gen, parce que les deux se complètent, et surtout les deux peuvent créer des audiences complémentaires, de dire je expose une première fois avec un contenu d'image, de notoriété, très awareness sur ma marque. Et tous ceux qui ont été exposés, je les retarget une deuxième fois avec un contenu un peu plus lead gen. Et donc, du coup, c'est la complémentarité de ces deux formats publicitaires qui performent. Exactement. Je pense que c'est vraiment clé de réfléchir une stratégie marketing en full funnel en se disant en always on, on a des campagnes de prospection, de notoriété, de crédibilité et en séquencé des campagnes de retargeting. Si on ne fait que des campagnes, pour de la conversion, si on ne fait que des campagnes de conversion, la base d'audience va petit à petit être de plus en plus faible parce qu'on n'aura pas nourri l'audience euh, au moment de la partie notoriété, crédibilité. Et ça revient exactement aussi à ce qu'on disait avant d'importance d'émerger dans les réponses des LLM. Pour ça, il faut vraiment construire la mémorisation, construire la crédibilité, être dans le choix potentiel au début, même quand on n'a pas en tête déjà d'acheter tel ou tel produit et qu'il y a tout un processus d'accord à avoir avec l'ensemble du groupe d'achat, du groupe de décisionnaires. Mais c'est important en continu d'avoir cette stratégie de prospection et de notoriété, de crédibilité. euh, Plutôt que uniquement et après continuer sur en séquencé de la conversion. Et donc la bonne stratégie, elle est plutôt de mettre une plus grosse partie de l'investissement sur la notoriété, la prospection et une plus petite sur la génération de leads. Et si je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que bah, le contenu incarné performait plus d'un point de vue organique, s'il performe plus d'un point de vue organique parce qu'il génère plus d'engagement, j'imagine aussi que c'est les recommandations à avoir d'un point de vue ads. D'ailleurs, je sais pas s'il y a comme on peut avoir sur Google, un quality score qui fait que si la publication en ads, enfin, si la publication organiquement génère plus d'engagement et elle va coûter moins cher à être diffusée, ça je sais pas, tu me diras. Mais bah, je te pose la question, comme ça ça me permet de retrouver ma Non, mais question initiale. ce qui est intéressant, c'est que de se dire que effectivement, quand on a une publication en organique qui fonctionne, on n'a pas besoin de créer une publicité qui fonctionne, qui montre énormément d'engagement, etc. On n'a pas besoin de créer une publicité en paid. On utilise ce qui existe, ce qui a déjà prouvé de l'engagement, et on prend ce contenu en paid pour le promouvoir auprès des audiences qui sont pertinentes pour mon business. Bah, Des c'est facto, ça exactement va là où créer je beaucoup plus voulais. d'engagement et du coup avoir un, un coût, enfin en tout cas une efficacité amplifiée.
C'est exactement là où je voulais en venir. Merci de m'avoir rattrapé au vol. D'accord. Mais donc du coup, sur la partie ads, est-ce qu'on peut, alors c'est toujours très binaire, hein, et c'est pas aussi simple que ça, mais est-ce qu'on peut, caricaturer en disant: «Ben, mon contenu de crédibilité, de notoriété, j'essaye plutôt d'aller faire du sponsor de publication d'ambassadeurs parce que le contenu incarné est plus efficace et mon contenu qui est plus sur, très SQL, à générer du lead et cetera, là, on fait de la publication native avec, la bonne vidéo, avec le bon carrousel, avec la bonne bannière, etc. Je pense que la vidéo, en général, elle a quand même un objectif de générer de la mémorisation de marque, de la crédibilité. La vidéo, elle porte un message, en général, humain, authentique, un positionnement de marque. Donc elle va renforcer, heu, la la crédibilité, le positionnement de la marque. C'est un élément quand même hyper important dans le haut du funnel. Thought Leader Ads va rajouter, de la crédibilité, de l'autorité, parce que le message, va être incarné par les personnes qui représentent, l'entreprise. Hem Et ensuite, la partie, conversion, c'est plutôt sur des formats, que tu utilises, de, lead gen form, pour, vraiment aller, chercher, de l'inscription, de la souscription et cetera. On arrive à la fin de notre échange. Donc avant de passer à la dernière partie de notre interview, Mmh mh. est-ce que on a oublié de parler de quelque chose, sur, LinkedIn Ads et plus globalement sur LinkedIn? Un message que tu aimerais faire passer en particulier, auprès de nos auditeurs? Je pense que enfin LinkedIn, c'est, le moteur full funnel du B2B. Il joue un rôle, central. C'est là que les décideurs s'informent, échangent et au final décident. Et donc il est important d'utiliser, nos solutions et notre, plateforme pour bâtir la marque, pour, activer, l'influence et relier du coup, contenu et ciblage, utiliser ce qui fonctionne. Hem, on n'a pas besoin, de réinventer ou de recréer, du contenu quand on en a identifié qui fonctionnait. Heu on est, capable aujourd'hui, de, mesurer l'impact en accompagnant, les entreprises, sur, la lecture, jusqu'à, leur CRM, de l'impact qu'il aura, concrètement sur le business. Très clair et puis, de toute manière, si des auditeurs, ont une question, ils sauront te retrouver sur, LinkedIn, pour te la poser. Exactement. En Hem, général, je suis assez heu, active. bah, tu es une ambassadrice, du coup. Exactement. Je réponds rapidement normalement. On passe du coup à la dernière partie Ouais. de cette interview. L'idée c'est d'être sur de la réponse courte. Mmh mh. Si tu as envie de faire une réponse longue, tu peux aussi, hein. On est dans un espace libre de conversation, mais l'idée c'est d'être assez straight to the point. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet du jour, quelles ressources tu recommanderais? Un livre, une étude, un podcast ou voire même peut-être une plateforme d'éducation de LinkedIn? Heu, bon point, exactement, c'est ce que je vais recommander, B2B, Institute, de LinkedIn. Heu, je recommande vraiment de l'utiliser. Moi, j'y vais souvent. On a, dedans, des frameworks utiles, des études, des, de cas de communication et cetera et des recommandations qui sont assez actionnables. Voilà, je recommande, largement d'aller, visiter, ce site. On va mettre le lien en description, évidemment. Hem, le quick win, ça c'est souvent quand on commence une conversation avec un expert, on dit: «Ah oui, OK, super toutes ces recommandations là, on vient juste d'écouter, 1 heure de super bons conseils d'Amandine, mais si je dois retenir un quick win pour améliorer la performance de ma marque sur LinkedIn, c'est quoi?» Amplifier ce qui marche déjà. Hem, un contenu qui a montré beaucoup d'engagement, utilisez-le, heu et heu et sponsorisez-le. Heu,
en ciblant les bonnes audiences avec LinkedIn Ads. Surtout que il y a un truc on n'a pas beaucoup parlé, mais dans les nouvelles fonctionnalités ads de LinkedIn, il y a un petit bouton boost qui est apparu au-dessus des publications. Je pense Exactement. qu'il est, il est clairement identifié pour ce cas d'usage-là, et il faut pas forcément être un expert ads pour pouvoir le faire, rentrer dans des créations de contenu, de bannières, de vidéos et dans des montages ads extrêmement compliqués. Un patron d'une PME qui voit un post qui a bien fonctionné, il met boost, il met 300 € de budget, il choisit sa localisation, sa zone de chalandise et à Et peu son près audience. les ICP, et en fait, ça fonctionne très bien. Exactement. La leçon la plus marquante que tu retiens de ces dernières années d'un point de vue évolution du marketing B2B, c'est laquelle? Je pense qu'il y en a 2. C'est à la fois la mutation des audiences, qui chamboule la manière dont on doit communiquer, ce qui est attendu. Et donc cette notion d'humanisation, d'incarnation est clé pour convaincre et rendre une marque crédible. Et le deuxième point, bien évidemment, c'est l'arrivée des LLM qui chamboule le parcours d'achat et du coup chamboule la stratégie marketing qu'on doit mettre en place. Et on en a largement parlé lors de cet épisode avec notamment cette notion de zéro-click marketing. Les LLM sont largement utilisés là-dessus. L'outil dont tu peux plus te passer au quotidien? Je veux dire qu'il y en a 2. Il y a LinkedIn au quotidien et les LLM. Eh Je oui. suis une forte utilisatrice pour tout, pour analyser, accélérer, itérer plus vite dans l'ensemble des tâches que je peux avoir. D'ailleurs, tu recommandes l'utilisation de l'IA pour faire ses publications sur LinkedIn, ou je te dis ça parce que il y a un truc très drôle. Non, j'ai remarqué il y a pas si longtemps que ça, tout contenu visuel qui est généré avec l'IA, quand on le publie sur LinkedIn, pardon, il y a un petit macaron qui s'affiche pour dire contenu généré par l'IA. Du coup, j'avoue, je sais pas trop quelle est la position de LinkedIn sur la création de contenu via IA. Alors, je pense qu'il y a pas de position de LinkedIn. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que ce qui va engager, ce qui va créer de l'engagement, euh, va être identifié comme pertinent et donc être mis en avant par l'algorithme. Et donc, du coup, que ce soit généré par l'IA ou pas, pour répondre à une partie de la question, c'est pas ça qui va être lu par LinkedIn. Par contre, ce qui est quand même intéressant à avoir en tête, c'est que très souvent, quand un post est généré par l'IA, ça se voit. Il il manque, il manque de l'expertise, il manque de l'incarnation, et donc ça va générer beaucoup moins d'engagement. Par contre, se dire que on on a en tête un message qu'on veut faire passer, qu'on sait comment l'articuler, et qu'on bâtit également sur des éléments clés qui viennent de notre expertise, et demander à l'IA d'améliorer notre poste, ça, c'est quelque chose qui peut être complètement utile et nous permettre de gagner du temps. Top. Sur ce format-là de focus, d'interview longue, etc. Donc on est le 4e épisode. Le premier épisode, on a parlé de référencement naturel et de l'impact de l'IA sur le référencement naturel. En deuxième épisode, nous avons parlé de l'impact de l'IA sur Google Ads et comment on fait de la publicité sur Google à l'ère de l'IA, avec l'IA, etc. Donc l'IA est dans tous les sujets, mais tant mieux parce que ça reste quand même au cœur de toutes les conversations sur le marketing. Le troisième sujet, on en a un peu parlé, et d'ailleurs je mettrai le lien, pareil en description de l'épisode. C'est l'épisode avec Olivier Guillaume sur l'interprétation de la data, sur le fait que la vision héroïste est plus si fiable que ça. Là aujourd'hui, on parle de LinkedIn, de comment utiliser LinkedIn dans sa stratégie marketing en 2026.
Le 5e épisode, selon toi, je devrais inviter quel expert, ou en tout cas parler de quelle thématique qui aujourd'hui est un peu au cœur des débats et stratégique en 2026? Hem, alors ça va être autour de l'IA. Je pense que j'aimerais écouter, un expert sur, comment, les LLM et les réseaux sociaux, s'imbriquent dans une stratégie, GIO. Je pense que c'est un élément qui est clé. On en a parlé avec, LinkedIn, mais c'est intéressant, d'avoir aussi un avis d'expert, là-dessus. Hem Et après l'élément de la mesure, enfin tu parlais de data, je pense que, aller, sur, le mieux mesurer spécifiquement en B2B, c'est un élément, clé. C'est beaucoup plus facile en B2C parce qu'on est sur des périodes courtes, il y a moins de points de contact. En B2B, c'est assez complexe et je pense qu'avoir, une, une pardon, une session, là-dessus pourrait être, assez intéressante. Bah, top, je vais essayer de trouver les bons interlocuteurs. Pour terminer, c'est quoi ton actu du moment et ce qui t'occupe le plus là en ce moment? Et bien, il y a Vivatech qui va arriver. Bien sûr. Donc il y a beaucoup d'échanges avec les marques, activation et prise de parole. Donc c'est un point qui est, heu, vraiment d'actualité, pour nous et puis, les Cannes Lions également qui sont, une période, assez clé, dans laquelle on peut, rencontrer, échanger, avec, nos clients, heu les agences, nos leaders également. Donc c'est 2 périodes assez charnières qui vont arriver, fin juin, sur lesquelles je travaille activement. Et tu me disais qu'en ce moment, LinkedIn avait fait une petite annonce récemment? Alors je pa c'est, sur une solution produit dont je parlais, juste avant, mais sur, la solution Brandlink, qui vous permet, vous savez, de diffuser, en vidéo, de diffuser vos vidéos en pré-roll sur les contenus. Avec LinkedIn, on a, lancé un partenariat maintenant avec l'équipe, pour la France, c'est au niveau international, mais en tous les cas, pour la France est assez clé. On en est capable du coup maintenant de faire, cette apparition de vidéos en pré-roll, sur le contenu de l'équipe, qui arrive, dans un timing, assez, parfait avec, toute actualité qui va, arriver pour, commencer par, Roland-Garros, la coupe du monde et le Tour de France. Donc on est vraiment ravis, de ce partenariat et de pouvoir commencer, les activations. Trop bien. Merci beaucoup Amandine pour, ton temps, ton expertise et tout ce que tu nous as apporté comme réponse. Merci Personnellement, beaucoup. j'y vois un peu plus clair après notre échange sur, comment faire évoluer, ma stratégie, sur LinkedIn et quels sont nos axes d'amélioration. Donc, si j'en tire des leçons, j'espère que les auditeurs aussi. S'ils ont envie de prolonger le sujet et te poser des questions en direct, j'imagine qu'ils te contactent sur LinkedIn? Tu as tout compris. LinkedIn et Ah, on dit normalement que je réponds assez rapidement. bon, ben super. Merci beaucoup et puis, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Focus jusqu'au bout. Si cet échange vous a permis de prendre du recul sur votre manière d'utiliser LinkedIn dans votre stratégie marketing, alors notre mission, elle est remplie. Avec Focus, notre ambition, elle est simple, vous aider à mieux comprendre pour mieux décider. Et maintenant, la discussion continue avec vous. Quels sont aujourd'hui vos enjeux marketing? Quelles problématiques vous aimeriez qu'on creuse dans un prochain épisode? Partagez-les en commentaire de cet épisode ou directement sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver en recherchant Kevin Brun Marketing, Brun, B-R-U-N. On lit tout et vos retours nous aident directement à construire les prochains épisodes de Focus. Si vous avez trouvé cet épisode utile, le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est de le partager à un collègue, à votre équipe ou sur LinkedIn, évidemment. Et vous pouvez aussi nous aider en quelques secondes en laissant un commentaire et surtout une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous permet de faire grandir le podcast, d'inviter des experts et d'aller toujours plus loin dans l'analyse. Et si vous souhaitez retrouver facilement le podcast, il suffit de taper DM4 Pro avec un S sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant
attendant le prochain Focus, on se retrouve tous les 15 jours pour notre résumé de l'actualité digitale en moins de 30 minutes. Alors abonnez-vous pour ne pas louper notre prochain épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital. Parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.